Bonjour à tous. Du coup, on va commencer ce séminaire qui est le premier webinaire de formation de PEPS sur la question des élections municipales. Donc, on attend toujours éventuellement que Barbara Stiegler, s'était engagée à venir, nous rejoigne. On n'a pas de nouvelles d'elle, donc bon, pour l'instant, on va voir. Mais on remercie déjà chaleureusement Benjamin Ball, qui est donc un adhérent de PEPS, d'être parmi nous et d'être notre intervenant aujourd'hui. Donc on va être ensemble pour à peu près une heure, hein, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter d'ici 17h30 environ. Éventuellement, en tout cas moi je devrais vous laisser à ce moment-là parce que j'ai un rendez-vous médical, mais si vous voulez continuer la discussion avec des questions, ce sera évidemment bienvenu et je pense que Benjamin sera ravi de vous répondre et Barbara si elle est là. Pour un peu de remise en contexte, donc nous l'année dernière nous avons publié cette brochure, Proposition communaliste 2026, qui est un condensé de mesures programmatiques visant, dans les communes là où on est, à avoir une boîte à outils de réflexion communaliste et de, de propositions de fond sur tout un tas de sujets qui ne concernent pas seulement ce qui est, on va dire, le cœur de métier du communalisme, alors, à savoir l'écologie sociale et la démocratie directe qui va nous occuper aujourd'hui, mais aussi des questions de santé, de sécurité, d'alimentation, d'énergie, de transport, de culture. Voilà, donc toutes ces questions, elles sont traitées dans cette brochure et nous avons décidé, y compris parce qu'il y a un certain nombre de candidats qui vont se revendiquer des idées de PEPS, qui vont se présenter pour PEPS dans certaines communes, de leur offrir ces séminaires de formation sur plusieurs points thématiques. Le premier est donc démocratie directe locale. Ça nous a paru logique de commencer par ce thème parce que finalement, ce qui définit le début de la thèse du communalisme, c'est de dire que si on veut une société qui n'est plus dirigée par une élite, qu'elle soit aristocratique ou bourgeoise, il faut un système démocratique et un système démocratique direct, sans représentants. Et pour cela, il faut commencer par construire cette démocratie directe là où elle est le plus facile à construire, à savoir à l'échelle locale, à l'échelle de son village, à l'échelle de son quartier, parce que l'échelle de la commune qui donne le nom de communalisme, évidemment, selon les entités administratives, elle n'a pas du tout le même sens. Il y a plusieurs personnes qui sont de Vitry, comme moi, ici. Bon, voilà, Vitry, c'est plus de 95 000 habitants. Ça n'a pas le même sens que la commune de Jean qui vient de se connecter, qui dépasse pas le millier d'habitants. Donc, les enjeux pour construire de la démocratie directe à l'échelle locale, ils sont très divers, mais ils sont très importants parce qu'ils sont le fer de lance de notre réflexion. Donc, moi, ce que je propose dans un premier temps, c'est de te demander, Benjamin, s'il te plaît, de définir ce qu'est pour toi la démocratie directe. Il faut commencer par là. Je vais commencer par dire ce que c'est pas, c'est-à-dire que la démocratie directe, c'est pas de la démocratie participative. Donc c'est pas quelque chose où quelqu'un du haut ou un groupe du haut nous dit voilà, vous avez le choix entre différentes couleurs de peinture, vous avez le choix entre différentes petites options, mettez des gommettes et des post-it pour savoir comment vous réorienterez un petit peu et quelles seraient vos petites propositions que nous, puissance organisatrice, allons nous charger d'organiser. C'est mieux que pas du tout de démocratie, mais la démocratie participative n'est pas de la démocratie directe. La démocratie représentative non plus n'est pas de la démocratie directe, c'est-à-dire dire aux gens allez voter tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 4 ans, n'importe, quel que soit l'espace démocratique dans lequel on est, eh bien, c'est une démocratie représentative où nous choisissons des personnes qui vont décider à notre place. Or, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple, ce n'est pas laisser les gens décider à notre place. On ne peut pas dire de la même manière que lorsqu'on dit qu'on a un consentement à partir du moment où il est réitéré en permanence, eh bien, une démocratie où nous voterions tous les 5 ans ou sur des espaces de temps, c'est une démocratie dans laquelle nous ne donnons qu'une fois un vague consentement et pendant tout le reste du temps, nous ne faisons imposer les choses. Ce n'est pas non plus la démocratie délibérative. C'est-à-dire la démocratie délibérative où on tirerait des gens au sort qui deviendraient des représentants, certes plus représentatifs que des représentants politiciens qui représenteraient les autres, mais ces représentants représentatifs, même si c'est une expérience démocratique extrêmement intéressante et beaucoup plus aboutie que la démocratie représentative, la démocratie délibérative n'est pas non plus de la démocratie directe.
Ce n'est pas non plus une coordination de représentants, comme on a pu le voir dans les coordinations des facs, les coordinations des mouvements des Gilets jaunes ou de Nuit debout, des indignés ou de Bloquons tout. Ce n'est pas non plus cela. C'est-à-dire que des assemblées se réunissent, élisent ou nomment des représentants, quand bien même ils seraient tournants, et ces représentants vont venir avec un mandat, même s'il est impératif ou semi-impératif, et discuter. La démocratie directe, c'est la possibilité de toute personne de pouvoir participer au processus démocratique à chaque étape de l'élaboration. Et c'est comme ça qu'il y a le pouvoir du peuple. Si dans une réunion, vous n'avez pas accès à l'ordre du jour et que vous ne pouvez pas le modifier vous-même, qu'il n'y a pas d'équivalence dans la prise de parole, que les rôles pour pouvoir gérer la réunion ne sont pas tournants et que les comptes rendus ne sont pas validés par l'ensemble des gens, alors ce n'est pas une réunion démocratique. Et donc, la démocratie directe, c'est quelque chose qui aurait tous ces éléments-là. Et ne nous trompons pas, le meilleur moyen de faire de la démocratie directe, contrairement à ce que des gens essaient de vous faire croire, ce n'est pas en ligne, avec des systèmes de boutons de vote, etc. Non, c'est directement, localement, là où on est, sous forme d'assemblée où toute personne peut s'exprimer, ou si les gens ne parlent pas la langue, on traduit, ou si les gens parlent le langage des signes, on traduit, de façon à ce que tout le monde puisse réellement participer. Ok. Bah, merci beaucoup, Benjamin, pour cette introduction qui pose bien les contours de ce dont on va parler maintenant. Je pense qu'il faut, maintenant qu'on a posé les contours, rentrer un petit peu dans concrètement, comment ça se met en place de la démocratie directe à l'échelle locale? Alors, on va voir qu'il y a des cas différents, hein. Les cas d'une ville, par exemple, où bah, il y a une mairie centrale et où l'enjeu pour nous, c'est plus d'avoir des conseils de quartier qui, là où les gens sont arrivés à créer des différents pôles, et dans un village où finalement, il y a presque l'enjeu de remplacer la mairie par une assemblée d'habitants. Voilà, donc j'aimerais que tu détailles un peu comment ça peut se mettre en place, quelle est l'échelle de temps, quels sont un peu aussi peut-être les exemples qu'on a en la matière, voilà, pour rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, pour pouvoir mettre en place la démocratie directe, on doit avoir une échelle qui est abordable par les gens qui participent à l'Assemblée qui prend les décisions. Et souvent, soit c'est parce qu'il y a une échelle géographique qui est assez faible, soit c'est parce qu'il y a un sujet qui est circonscrit. Je vais donner un exemple dans le cadre de la sécurité sociale de l'alimentation. Pour l'instant, nous sommes à la phase expérimentale. Eh bien, les gens qui participent à la caisse locale de l'alimentation décident de qui il faut conventionner, de comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre les cotisations, de quelles sont les actions à mener auprès des partenaires pouvoirs publics, producteurs, distributeurs, pour que l'ensemble des parties prenantes soient autour de la table. Et ça, ça permet d'avoir une forme de démocratie directe. Attention, il y a des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation qui sont en réalité pilotées soit par des grosses associations, soit par des associations locales, soit même par des collectivités qui mettent en place et mettent en œuvre la démocratie autour de la sécurité sociale de l'alimentation, mais pas comme une démocratie alimentaire réelle, plus comme une démocratie participative où les gens auraient le droit de donner leur avis sur quelques éléments, mais en réalité, c'est pas eux qui font les comptes rendus, c'est pas eux qui font l'ordre du jour, c'est pas eux qui gèrent le budget et c'est pas eux qui décident in fine. Donc il n'y a pas de pouvoir du peuple dans ces espaces-là. À l'échelle extrêmement locale, ça peut arriver qu'il y ait des démocraties qui se mettent en place. Il y a des tentatives. La difficulté de ces tentatives, c'est que souvent elles se heurtent à un problème majeur qui est qu'au début les gens participent, mais qu'après c'est fatigant la démocratie, puisque le cadre économique, le cadre de l'exploitation capitaliste ne nous permet pas de libérer suffisamment de temps pour faire démocratie. En réalité, le cœur de notre société n'est pas la décision. L'essentiel de notre temps, si c'était le cœur de notre société, devrait être passé à décider. À une certaine époque, l'essentiel de notre temps était rythmé soit par le travail, donc l'exploitation pour la subsistance, soit par l'Église, la religion, où les gens avaient les matines, disons les cloches du matin, les cloches du soir, les cloches pour savoir quand est-ce qu'il fallait prier, etc. Là, notre nouvelle religion, on va dire que c'est presque les médias,
les médias qui nous font les infos du matin, les infos du soir, les infos du midi. Et cette religion nous dit simplement une chose, allez bosser. Pour le Covid, par exemple, c'était pas possible d'aller voir ses amis, mais c'était possible d'aller bosser. C'était pas possible de pouvoir se balader, mais c'était possible d'aller bosser. C'était pas possible de faire de la culture, mais c'était possible d'aller bosser. C'était pas possible d'aller apprendre, s'éduquer, mais c'était possible d'aller bosser. Le cœur de notre société, c'est l'exploitation capitaliste et ce n'est pas la démocratie. Pour faire en sorte que nous puissions décider démocratiquement, nous devons donc libérer du temps. Au début, il faut prendre le temps qui est déjà libéré, puisque dans le travail du prolétariat ou du salariat, selon comment on a envie de l'appeler, eh bien, il y a une bataille qui est celle du temps de travail en général, et nous avons gagné au fur et à mesure des décennies, des siècles même, nous avons gagné du temps de travail libéré. C'est en train d'être remis en cause, bien sûr, mais la semaine, disons, les congés payés, le fait de pouvoir se mettre en maladie, la retraite, le fait d'avoir 2 jours de repos consécutifs, le fait d'avoir une journée de moins de 8 heures, etc. L'ensemble de ces éléments nous permettent d'avoir un petit peu de temps libéré et donc on doit mettre en place la question démocratique sur ce temps libéré. Si jamais on met en place la question démocratique sur un temps où les gens travaillent, eh bien vous allez exclure tous les gens qui travaillent. Et ça, c'est pas juste, c'est pas possible. Et donc, moi, mon conseil, si jamais on avait à faire de la démocratie directe, c'est de la faire soit sur un soir, et encore, il y a des gens qui bossent le soir, soit sur un dimanche, qui est le jour où il y a le moins de personnes qui travaillent. Plutôt le dimanche après-midi, pour pas que les catholiques qui vont à la messe le matin et qui sont quand même nombreux dans notre pays malgré tout, même si notre pays est en voie de sécularisation, eh bien, il faut qu'ils puissent participer aussi. Et donc, mettre le dimanche après-midi une session régulière où les gens puissent venir. Cette session, pour qu'elle puisse être inclusive, elle doit avoir une garde des enfants. S'il n'y a pas de garde des enfants sur place, vous excluez les gens, particulièrement les femmes, mais les parents, les jeunes parents en général, qui ne pourraient pas venir. Cet espace doit être accessible aux personnes en situation de handicap. Cela doit être traduit dans plusieurs langues. Ça veut dire qu'on doit s'équiper de traducteurs et de traductrices bénévoles. Ça doit être traduit dans le langage des signes, etc. Donc, si l'Assemblée n'est pas inclusive, il n'y a pas de démocratie directe possible. Autre élément où la démocratie directe va pouvoir se faire, c'est dans le cas d'une démocratie de quartier, ce que tu disais tout à l'heure, Merlin. Le problème de la démocratie de quartier, c'est que souvent, les gens, ils n'ont pas de budget. Donc, c'est-à-dire que quand bien même ce serait eux qui piloteraient l'ordre du jour, qui piloteraient la réunion, qui piloteraient les comptes rendus, qui piloteraient l'endroit où ça se passerait et qui peut participer, eh bien, même quand ça arrive, ils ont souvent pas ou très peu de budget pour pouvoir mettre en place les choses. Ma préconisation, c'est que si vous voulez faire de la démocratie directe, vous devez appliquer un budget. Si c'est une démocratie de quartier, moi je suis à Argenteuil par exemple, moi je propose, préconise, je ne sais pas si ce sera adopté par le conseil municipal, mais un minimum de 50 000 euros par quartier pour pouvoir s'entraîner à la démocratie directe. Voilà. Ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. Nous, l'une de nos préconisations aussi pour permettre de la démocratie directe en ville, c'est d'autoriser la sécession des quartiers. C'est très simple. Dans la loi, il y a les articles L212.2 et L212.12 qui permettent de défusionner des communes. Ainsi, un quartier peut légalement, ça ne s'est jamais vu encore, mais ça peut arriver. Par exemple, je donne le cas de... il y a récemment eu la fusion de Saint-Denis et Pierrefitte, et il pourrait y avoir une défusion de ces villes. Mais de la même façon, en réalité, rien n'empêche qu'un quartier défusionne de la commune dans laquelle il est pour devenir une plus petite commune à l'échelle de laquelle il pourrait y avoir une démocratie locale avec un budget comme tu le défends, Benjamin. Et cette question-là, elle est essentielle, y compris parce que, vous voyez, on est à l'heure de la métropolisation. On va concentrer les pouvoirs et les capitaux dans les grandes villes et les faire s'étendre. Nous, en tant qu'écologistes, on est contre cette extension urbaine qui s'accompagne en plus d'une montée des prix en centre-ville pour exclure toujours plus loin et toujours plus loin des services publics et des commerces les classes populaires. Et dans ce cadre-là, on considère que de casser les entités administratives pour qu'elles soient plus petites, pour qu'elles soient à échelle humaine au sein des environnements urbains, c'est une réponse fondamentalement écologique et fondamentalement hostile à la démétropolisation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un grand Paris, un grand Lyon, un grand Nantes, un grand Lille, etc., à l'inverse, on va disséquer
ces grandes communes dans l'espoir que finalement il y ait des sortes de villages urbains qui émergent. En tout cas, village, pas au sens de l'esthétique, mais bel et bien de la quantité d'habitantes et d'habitants qui sont présents sur ces territoires. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça permet de changer la dynamique actuelle qui est prônée en réalité par toute la gauche aujourd'hui et qui est aussi mise en application par le système libéral, avec encore plus cette question même à la campagne de fusionner des communes rurales pour créer des grandes entités administratives complètement absurdes. On appelle ça les nouvelles communes. Il y en a par exemple dans Lyon, où notre camarade qui n'est pas présente ici, Sand, se bat contre ça, où finalement ils ont fusionné des tas de villages et de hameaux pour atteindre une entité de quasiment 5000 habitants. Mais ce n'est pas une ville, c'est juste une somme de villages qui forment une sorte de commune absurde où justement là le pouvoir il est très éloigné des habitants puisque eh bien, ce sont des entités complètement distinctes. Voilà. Donc cette question de la Là, géographie est absolument centrale. Euh, Maintenant, je pense que tu as commencé à esquisser des pistes d'outils pour le fonctionnement, avec notamment cette question du temps libéré. Il y a aussi la question très ancienne dans l'histoire de la démocratie, puisque c'est pensé dès l'un des premiers grands législateurs athéniens par Dracone, l'idée qu'il y a besoin d'un revenu pour participer à l'exercice démocratique. Et donc ça fait aussi partie de toute la réflexion qu'on peut avoir sur la mise en sécurité sociale de l'économie et des réflexions de Bernard Friot sur le revenu, le salaire à vie. Voilà. Ça fait partie de la réflexion. Ça nous permet de libérer du temps pour participer. Mais malgré tout, il y a aussi un autre outil qui est très important, surtout dans la période de transition vers des démocraties directes, parce qu'aujourd'hui, nos sociétés ne sont pas prêtes à de la démocratie directe, pas seulement pour des questions économiques, mais aussi pour des questions culturelles. Hein. Voilà, il faut pas être, croire que les gens ont un besoin, un désir profond de démocratie qui naît du jour au lendemain. Je vous donne un exemple pour le comprendre. Euh, Au Chili, vous n'êtes pas sans savoir que l'extrême droite vient de remporter les élections. L'une des principales raisons de la victoire de l'extrême droite au Chili, c'est le vote de ce qu'on appelait les obligés. Le vote a été rendu obligatoire récemment au Chili et les personnes obligées de voter se sont massivement tournées vers un vote d'extrême droite. Pourquoi? Les analyses sociologiques nous le diront plus précisément, mais entre autres parce que c'est des personnes les plus éloignées de la politique qui sont rentrées dans le champ de l'élection sans le vouloir et par des canaux d'information qui étaient peut-être les plus accessibles et qui étaient à la mainmise des médias d'extrême droite. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas créer de la démocratie directe du jour au lendemain. Il faut accompagner ce processus d'une culture de démocratie directe. Et ça peut passer par tout un tas d'objets. L'un des premiers, parce que la démocratie directe n'est pas contradictoire avec la question des mandats, c'est la question des mandats impératifs. Et j'aimerais bien, Benjamin, que tu puisses nous en dire un peu plus là-dessus, si tu veux bien. oui, euh, il faudrait que chaque élu, aujourd'hui, dans l'infrastructure telle qu'elle existe, se dote d'une assemblée pour pouvoir prendre ses décisions. Que ce soit un adjoint, une adjointe, que ce soit un maire, que ce soit un ou une députée, etc. L'ensemble des élus doit pouvoir créer une assemblée ou plusieurs assemblées pour pouvoir aller voir les gens dans les différentes, pour le cas d'un député dans les quarts de circonscription par exemple, et de faire en sorte que les gens puissent lui dire, bah voilà l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, voilà ce que sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, on voudrait que tu votes. On sait qu'il y a une niche parlementaire à tel moment, on voudrait que tu fasses telle proposition dans la niche parlementaire. Et ça, c'est hyper important parce que si nous ne faisons pas ça, nous croyons que nous sommes élus et que nous sommes au-dessus des autres à partir du moment où nous sommes élus. Les gens qui regardent ce webinaire vont probablement être élus aux prochaines municipales, que ce soit au pouvoir ou dans l'opposition. Même dans l'opposition, il faut faire une assemblée pour dire qu'est-ce que je vais dire au conseil. En fait, c'est une manière de partager sa voix. La question du partage, elle est extrêmement importante. Le partage de l'espace, le partage des pouvoirs, le partage géographique, le partage culturel, le partage des savoirs et le partage de la décision. Et le partage de la décision, ça passe par là.
Ce n'est pas suffisant pour être de la vraie démocratie directe, mais c'est déjà une énorme avancée parce que le mandat impératif révocable, et la révocabilité est extrêmement importante, permet une forme de souplesse et de travail pour pouvoir faire en sorte que les élus ne soient que des mandants, ne soient que mandatés pour pouvoir agir. Et qu'il n'y ait pas de pouvoir exécutif, mais que du pouvoir exécutant. C'est-à-dire que notre pouvoir, il est bien soumis à une assemblée qui est la plus populaire et la plus large possible. Qu'est-ce que ça peut donner comme possibilité? Mettons qu'on ait un député dans une circonscription à qui on dise on veut que tu votes la censure à l'Assemblée. Et oui, on sait que tu n'as pas envie de voter la censure parce que tu as peur de l'extrême droite. Oui, on sait que tu n'as pas envie de voter la censure parce que c'est les municipales et ça pourrait casser tes alliances locales. Mais nous, en tant qu'assemblée de circonscription, on veut que tu votes la censure. La personne, elle va à l'Assemblée et elle décide de s'abstenir. OK? Elle revient vers ses assemblées locales et ces assemblées locales lui disent tu n'as pas suivi le mandat. On te laisse passer ce coup-ci, mais recommence pas. La personne recommence, elle refait quelque chose qui est une dinguerie, elle revient et là, les gens lui disent bah, on va te virer. Soit on peut virer les gens directement, soit on fait un référendum d'initiative citoyenne de révocabilité. Et quand bien même ce n'est pas dans la loi, quand bien même le référendum d'initiative citoyenne n'existe pas encore, je recommande aux élus de s'astreindre à pouvoir être virés. C'est extrêmement important. Ne serait-ce que parce que ça fera un précédent. Et oui, ça sera utilisé par l'extrême droite pour nous virer. Oui, ce sera utilisé par des gens qu'on n'aime pas pour nous virer. Bien sûr. Mais ça nous oblige au débat démocratique. Ça permet aux gens de se dire waouh, c'est des gens qui vont jusqu'au bout de leurs idées et ça permet d'éduquer les gens à la question démocratique et ça, c'est hyper important. Tu parlais de la sécession tout à l'heure. La sécession des communes sur leur diffusion ou sur la sécession des quartiers, elle est extrêmement importante et il n'y a que 3 avenirs possibles pour le communalisme. Le premier, c'est la question d'une constituante, un processus constituant dans lequel il y aurait un débat qui aboutirait à une fédération, une confédération des territoires et communes libres de France ou pourquoi pas du monde. Ça, c'est extrêmement important et ça permettrait, suite à un débat énorme, en impliquant tout le monde, de pouvoir faire en sorte qu'on ait une passation vers un communalisme. Un communalisme confédéré qui garderait des éléments de démocratie qui ne seraient pas de la démocratie directe, mais qui aurait à chacun de ces étages de la démocratie directe, de l'autogestion le plus possible. La deuxième possibilité, c'est celle de la révolte. Donc, nous organisons des expérimentations et dans le cadre de révolte, nous disons, ça y est, ça suffit, l'usine, elle est à nous. Ça suffit, le quartier, il est à nous. Ça suffit, la terre, elle est à nous. Et cette terre, on veut la gérer ensemble, ce quartier, on veut le gérer ensemble, cette usine, on veut la gérer ensemble, etc. Et ça, c'est des possibilités de sécession thématique, petit bout par petit bout. Mais nous devons les mener également. Et la dernière sécession qui est faisable, c'est la sécession tout court. Chaque personne qui est élue dans un espace, par exemple, mettons que nous arrivions à avoir 10 communes dans lesquelles nous serions à la tête en tant que PEPS ou en tant que communaliste. Moi, ce que je recommande, c'est que ces 10 communes se voient et lancent un manifeste qui dise « Nous sommes la Fédération des communes et territoires libres de France et nous faisons sécession ». Et ça, c'est extrêmement important. On sera mis immédiatement sous tutelle de la préfecture parce qu'ils ne le supporteront pas. Mais je pense que c'est extrêmement important de le faire comme acte symbolique pour pouvoir dire aux gens, la seule solution pour pouvoir nous aider dans ce processus de communalisme, si jamais on rentre en sécession, c'est de faire comme nous ou de travailler à ce que la constituante qu'on appelle de nos vœux pour une fédération des communes et territoires libres, soit de France, soit du monde, eh ben, elle ait lieu. Alors, tu vas loin là tout de suite, Benjamin. Je pense que nos pauvres apprentis candidats se disent que ils sont, ils ont du pain sur la planche. Mais en même temps, tu as raison de donner ces perspectives de combat parce qu'elles sont absolument déterminantes. Et Je puis vais parce donner que un exemple beaucoup plus concret, beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué. Mettons que vous soyez adjoint, adjointe je ne sais pas moi, au développement durable dans votre ville. Excellent. Vous avez décidé dans votre programme municipal, en faisant participer les gens ou avec des vraies formes de démocratie directe, ou pas d'ailleurs, sur un coin de table, vous avez décidé qu'il fallait végétaliser les cours d'école, compétence de la mairie.
Mais il y a plein de manières de végétaliser. Avec quelle essence on végétalise, quelles écoles en premier, quel budget on y met, est-ce qu'on met des vivaces ou est-ce qu'on replante régulièrement, est-ce qu'on met des arbres. Il y a plein d'éléments sur la végétalisation. Est-ce qu'on met de la mousse sur les toits. Il y a plein de possibilités. Eh bien, la proposition, c'est que l'ensemble des gens de chaque école, vous leur posez la question en disant, vous êtes une assemblée des parents d'élèves, mais aussi des enfants, parce que là, les enfants ont le droit de l'apprentissage de la démocratie, mais aussi du personnel éducatif, mais aussi du personnel administratif, etc. Et l'ensemble des parties prenantes, par exemple le centre d'horticulture aussi, eh bien, vous les mettez autour de la table et vous leur faites décider par eux-mêmes tous les éléments, absolument tous les éléments, et y compris la question budgétaire, parce que ce ne sont pas des fous. Ils diront pas la ville doit s'endetter de plusieurs dizaines de millions pour pouvoir végétaliser toutes les communes. Ou alors ils le diront, mais ils diront on fait des choix et il y a d'autres choses qu'on ne fait pas. Et du coup, ça obligera cet espace très concret sur lequel vous avez voulu faire de la démocratie directe à rentrer en lien avec d'autres espaces qui, eux aussi, à leur tour, diront bah oui, mais vous êtes gentils, vous avez voulu faire la végétalisation, mais nous, on a une autre priorité, c'est celle de l'accessibilité en handicap. Certes, ce n'est pas une compétence exacte de toute la ville, mais les bâtiments publics doivent être accessibles et cette mise en œuvre de l'accessibilité au handicap est indispensable. Et donc, on doit faire des arbitrages budgétaires. Et ça peut passer, par exemple, parce que la démocratie ne peut pas avoir lieu si nous n'avons pas le contrôle sur nos outils économiques, donc pas seulement la production, pas seulement la terre, pas seulement la pierre et le temps de travail, mais aussi la monnaie. Ça peut passer par la création d'une monnaie qui soit locale ou intercommunale. Donc, si jamais vous êtes adjointe sur les questions d'économie sociale et solidaire, de développement durable ou d'économie ou que sais-je encore, même de social, je vous invite à vous mettre en lien pour pouvoir créer une monnaie intercommunale et d'utiliser la fenêtre qui était ouverte par les crypto-monnaies pour pouvoir créer une monnaie qui, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Mais la fenêtre ouverte par les crypto-monnaies fait qu'il y a une tolérance sur les stablecoins et on peut tout à fait le faire avec des monnaies qui sont moins énergivores qu'une transaction bancaire. Parce que le problème du Bitcoin, tout le monde le sait, c'est que c'est extrêmement énergivore et que c'est une monnaie ultra spéculative. Donc, il faut une monnaie qui soit gérée par les gens et donc pas spéculative, avec un pouvoir d'émission collectif pour pouvoir faire en sorte de mettre en œuvre de nouveaux services d'intérêt généraux qu'on pourrait appeler services publics intercommunaux et de faire en sorte que ces services, si nous ne pouvons pas les payer avec le budget actuel des communes, eh bien, nous le payerons par la création monétaire liée à cette nouvelle monnaie intercommunale que nous allons créer. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette mise en concret de ce que tu disais. Ça m'a fait penser d'ailleurs à un exemple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de végétaliser à Paris et piétoniser les rues devant les écoles. Et une fois, j'étais allé discuter avec des fleuristes qui se plaignaient de ne pas avoir été consultés sur la végétalisation de la rue, alors qu'ils étaient plusieurs dans cette rue-là. Euh, Notamment parce que la mairie avait décidé de planter des espèces qui demandaient énormément d'eau et que donc ils étaient obligés de mettre de l'irrigation automatique et donc de refaire toute la chaussée pour végétaliser, alors que s'ils avaient demandé l'opinion des fleuristes, bah, les fleuristes leur auraient donné des espèces qui n'avaient pas besoin d'être arrosées et ils auraient quand même pu végétaliser sans avoir à refaire toute la chaussée, chaussée dont on sait que ça fait des travaux, ça cause des gênes pour les personnes en handicap, pour les personnes âgées, etc. Et puis bah, globalement, personne n'aime les travaux, même si tout le monde aime les végétalisations. Donc voilà, ce genre d'exemple illustre très bien quelle est la différence entre un pouvoir descendant et un pouvoir ascendant qui vient d'en bas, parce que de fait, en général, les populations sont mieux formées que les dirigeants pour savoir ce qui est pratique là où elles sont. Alors, maintenant qu'on a développé assez largement comme ça, il nous reste une vingtaine de minutes. Moi, j'aimerais, Benjamin, que tu as commencé à le faire, mais tu donnes un peu des exemples de choses à faire pas à pas pour nos futurs élus. Parce que, évidemment, cette question de la monnaie locale, etc., peut-être en 34 juin, on va réussir à se débrouiller tout ça. Mais il y a beaucoup d'élus qui vont être dans l'opposition, il y a beaucoup d'élus qui vont pas forcément avoir cette marge de manœuvre tout de suite, pas forcément dans les premières années de leur mandat. Et l'enjeu, c'est comment, pas à pas, on arrive à le construire, y compris, par exemple, construire une assemblée d'habitants. Ça n'a rien de facile. Ça n'a rien de facile pour les questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Les habitants n'ont pas forcément le temps, ça ne les intéresse pas forcément. Alors, comment on construit
ces assemblées pour accompagner notre mandat. Comment on avance pas à pas? C'est quoi, en gros, les actions à mener en tant qu'élu en un quand on est élu PEPS? Alors, dans la photo qui est prise il y a 10 ans, il y a un petit bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle Que ferait Saul Alinsky? Et ben, ma réponse, ça va être celle-ci, c'est-à-dire que on doit mettre en place, si on veut faire une assemblée, quelque chose qui correspond non pas à notre idéal démocratique d'abord, mais à la cause que les gens sont prêts à embrasser immédiatement, tout de suite, là où ils sont, et à pouvoir partager au-delà même de leurs différences idéologiques, politiques, sociales. Et il y a une cause que beaucoup de gens sont prêts à embrasser. La preuve en est cette grande fête validiste qui s'appelle le Téléthon montre il y a une énorme solidarité de la part de gens des classes populaires qui votent plutôt à droite. Et cette solidarité, elle existe avec le Téléthon, mais elle existe aussi avec tout un tas d'œuvres de charité, les maraudes, le fait que les gens donnent aux pièges jaunes, le fait que les gens donnent des cadeaux pour Noël pour les gens qui n'ont rien, etc. Moi, ma préconisation, c'est de faire la même chose que pour construire la révolte. C'est-à-dire, on va faire du porte-à-porte solidaire. Donc, mettons que vous soyez élu d'opposition. C'est la merde, vous avez perdu. Vous avez perdu parce que vous étiez divisé. Vous avez perdu parce que votre mairie est complètement à droite et c'est super chaud. Et vous êtes un collectif d'une dizaine de personnes. Ce collectif d'une dizaine de personnes, ce qui est déjà pas mal, on peut le faire à 3, mais je vous dis à 10 pour que ce soit plus simple, eh bien, il va toquer à une porte. Et il va toquer pas avec un tract qui dit votez pour moi, pas avec un tract qui dit voilà ce qu'il faut faire. Non. Il va toquer avec juste un petit tableau et il va dire aux gens coucou, on a une feuille des besoins des gens et voilà les besoins qu'on a identifiés sur la commune. Mais vous êtes qui? On est un collectif de citoyens, on ne se cache pas, on s'est présenté aux dernières élections, mais on ne vient pas vous voir pour que vous votiez pour nous, absolument pas. On vient vous voir parce que nous, on pense qu'on a remarqué dans notre campagne que ce que les gens nous ont le plus rapporté, c'est qu'ils étaient dans la merde, dans la galère, qu'ils étaient sous le seuil de pauvreté, qu'ils étaient à découvert dès le 10 du mois ou le 15 du mois selon qui, etc. Et donc ça, c'est inacceptable. Et donc, on va toquer à la porte des gens. Et quand on toque à la porte des gens, ça ne veut pas dire juste toquer à la porte des gens. Ça peut être une table devant une école. Ça peut être une table sur le marché, devant la CAF, devant le pôle emploi, devant un supermarché. Partout où on peut, où il y a du flux, où il y a des gens qui passent, on doit mettre cette table. Quand bien même, on aurait des gens qui ne seraient pas de la ville. Cette table, le fait de toquer, on dit aux gens, mais qu'est-ce que vous pourriez donner euh, Il faut surtout leur dire avant de qu'est-ce que vous pourriez donner avant de demander de quoi vous avez besoin. Parce que quand on demande qu'est-ce que vous pourriez donner, les gens sont capables de le faire. Un paquet de pâtes, un paquet de couches, un vêtement qui n'est plus utilisé par le petit parce qu'il a grandi, euh, euh, des, euh, des chaussures qui sont plus utilisées par la petite parce qu'elle a grandi, etc., etc. Des cahiers. Parce que c'est plus le même format de cahier qui est demandé au lycée. Des cours, parce qu'en fait, on est capable de donner des cours et qu'il y a des connaissances et des compétences qu'on a et qu'on pourrait transmettre aux jeunes. Et on termine la conversation et on termine le moment, bien sûr en remerciant pour ce qui a été donné. S'il n'y a rien qui a été donné en disant qu'on comprend tout à fait que c'est dur pour tout le monde, et on demande comment ça va la vie, comment ça va la famille. On ne demande pas de quoi vous avez besoin. On demande comment ça va sous le ton de la conversation. Et on essaye d'extraire des besoins. Et quand on en récupère un, on dit, on a remarqué qu'il y a d'autres gens qui pourraient vous apporter ça. On le met dans notre liste et on va demander aux autres. Voilà. Bien sûr, on ne donnera pas votre nom, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas envie, on vous mettra juste en relation ou on vous amènera nous-mêmes les choses que vous avez demandées. Et on passe à la porte suivante. Et le voisin d'à côté, qui soit du palier, qui soit du pavillon d'à côté, qui soit du squat d'à côté ou n'importe quoi, le voisin d'à côté aura des choses à donner à son propre voisin alors qu'il ne le savait même pas. Et on va faire ça, on va le répéter suffisamment de fois pour pouvoir avoir beaucoup de choses qui sont données. On va revenir faire les dons et on va surtout inviter les gens à un moment collectif. Et ce moment collectif sera un moment de remerciement et ce sera un moment où nous gérerons l'ordre du jour, donc ce ne sera pas encore de la démocratie directe, pour pouvoir choisir avec les gens qui sont présents qu'est-ce que c'est les prochaines actions de solidarité qu'on a envie de mener. Et la fois d'après, la nouvelle itération, avec des bénévoles qui ne seront pas nous ce coup-ci, on aura doublé notre collectif, à peu près une vingtaine si on était une dizaine au départ, eh bien, la nouvelle itération, on recommencera un travail de choisir ensemble ce qu'on a envie de faire après qu'un cycle se soit passé. Et là,
on monte d'un cran sur qui décide, comment l'ordre du jour est construit, comment on fait le relevé de décision, de quel budget on se dote, est-ce qu'on se fait une cagnotte, etc. Et là, on construit progressivement une démocratie directe. Si vous faites une vingtaine d'itérations, c'est l'heure des prochaines élections municipales et vous gagnez. Il me reste plus que 2% de batterie. Je suis dans un parc, j'étais à l'hôpital toute la journée, j'ai pas eu accès à un chargeur. Donc si ça coupe, je suis vraiment désolé pour ça. Ah, bah écoute, bon, bah, de toute façon, Barbara nous a posé un lapin, donc on est bien emmerdé. Et ça a fait reposer sur toi beaucoup, beaucoup de responsabilités, Benjamin, mais je pense que tu as été extrêmement concis. Je propose peut-être s'il y a des questions urgentes dans la salle, tant que tu as encore des pourcents de batterie, qu'elles soient posées et que tu puisses y répondre. Et si personne ne se manifeste, je trouverai moi-même plutôt le moyen de conclure, parce que si tu as 2% de batterie, à mon avis, on va pas aller bien loin. Ouais, je crois que c'est peut-être plus prudent. Moi, je me permets de prendre la parole. C'était surtout pour rappeler aux gens qu'on est dans ce webinaire PEPS. Tu as montré la brochure autour des propositions communalistes. Et c'est vrai qu'on a fait le tour de la question par rapport à l'engagement et des propositions, on va dire, concrètes. On les retrouve donc, ces propositions déployées dans cette brochure et ces propositions communalistes. Et bon, moi, la question, mais on y répondra peut-être dans un autre webinaire sur les questions de sécurité, sûreté publique, peut-être santé, mais c'est surtout par rapport à la citoyenneté et notamment les publics, les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qu'elles soient atteintes d'un handicap, qu'elles soient victimes de racisme, qu'elles soient usagères de drogue. Et donc, c'est quelque part aussi comment arriver à construire une ville, on va dire, inclusive. Tout à l'heure, Benjamin parlait du validisme. Et, euh, et de la mise en accessibilité des bâtiments publics. Mais voilà quoi, c'est aussi comment arriver à créer une ville inclusive qui permette à tous ces publics d'exister dans la ville et surtout de voir leur avis pris en compte quand le sujet les concerne. Bah, une chose à faire pour moi sur cette question-là, c'est d'aller directement chez eux. C'est-à-dire que dès qu'on a un lien de confiance qui est suffisamment grand, tout le monde est ravi de nous inviter au thé, au petit gâteau chez eux. Et si c'est petit, parce que souvent c'est petit parce qu'on est précaire, eh bien c'est pas grave. À ce moment-là, on saisit les idées, on les fait parler, on les enregistre en vidéo, on les invite s'ils ont la chance de pouvoir participer à à des Zooms ou des choses comme ça en distanciel pendant que nous on est en présentiel. Ou s'ils peuvent pas, on prend leur vidéo et on la balance aux autres pour qu'ils se sentent inclus. Ça, c'est hyper important. Et sinon, si c'est des gens qui sont éloignés et qu'il suffit juste de leur payer le transport et le taxi adapté, eh bien, on leur fait venir le taxi adapté. Et si c'est des personnes qui sont en difficulté d'élocution, de confiance en eux, d'addiction, de santé mentale, etc., eh bien, l'accompagnement, il doit être proportionnel aux besoins. À chacun selon ses besoins et chacun donne selon ses moyens. C'est tout. Et chez les indignés, on avait un truc qui était génial. On avait, quand on faisait la place, eh bien, chaque fois qu'une personne était curieuse, on avait des gens qui allaient vers cette personne curieuse et qui lui expliquaient comment faire un sas pour pouvoir arriver dans un endroit où si on n'a pas les codes, ça peut être extrêmement problématique. Voilà. Et je nous invite à faire de la démocratie directe dans nos propres organisations et pas d'attendre que ça se passe par d'autres lieux de pouvoir, etc. Et je pense que c'est extrêmement important de s'appliquer à nous-mêmes ce que nous souhaitons pour le monde. Et je vais Merci terminer là-dessus parce que j'ai 0,4% de batterie, ça va tomber. beaucoup, Voilà. Benjamin. Je souhaite. Avec grand plaisir et quand vous voulez pour discuter de ça, n'hésitez pas à partager mes coordonnées pour tous les gens qui voudraient me poser des questions. Je répondrai bien volontiers. Salut, salut! Merci beaucoup. Benjamin.
Je vais Bah, moi-même conclure un tout petit peu sur la question de Farid. Euh, il faut aussi avoir conscience que aujourd'hui, la géographie, donc le quartier où l'on vit, l'immeuble, la tour dans lequel on vit, euh, le hameau, le village dans lequel on vit, ce n'est pas forcément notre première porte de sociabilité, loin de là. En réalité, on est dans une société où l'individualisme est extrêmement fort et construit culturellement, et où donc en général, on ne connaît pas ou très peu les personnes qui nous entourent. Donc, construire des assemblées sur la base géographique, ce n'est pas toujours la stratégie la plus pertinente. Aussi, à PEPS, même si évidemment on défend le fait que ce soit les assemblées locales qui soient décisionnaires, dans la construction d'une culture de démocratie directe, un des outils qui peut être mis en place, c'est de passer par des communautés. Aujourd'hui, on est à la fois dans un temps où l'individualisme est très fort, mais aussi où du coup, en réponse, les gens se replient sur leurs communautés les plus fortes. Évidemment, il y a la famille, mais il va y avoir des communautés culturelles. Je pense évidemment aux diasporas, mais pas seulement. Par exemple, les personnes qui partagent des passions pour des œuvres dans la communauté geek, bah, c'est des communautés très soudées, très fortes, sur lesquelles il y a une facilité à créer de l'engagement qui est très grande. Et ça se retrouve à l'échelle d'une commune, ça se retrouve à l'échelle d'un quartier, ça se retrouve à l'échelle d'une ville, ça se retrouve facilement dans la population. Et ça peut aussi être des communautés qui partagent des oppressions. Euh, une assemblée de femmes, aujourd'hui, elle a un pouvoir d'action quand on la met en place qui est beaucoup plus important qu'une assemblée de quartier. Une assemblée de personnes à la rue, une assemblée d'handicapés, une assemblée de... Alors, je pense plutôt qu'il faut fonctionner par diaspora parce qu'il faut plutôt construire les choses en positif qu'en négatif. Rassembler tous les racisés d'une commune autour, ça n'est pas forcément les mêmes enjeux parce qu'il y a plein de racisme. L'antisémitisme, la négrophobie, l'islamophobie, la haine des Asiatiques, etc. Tout ça, ce sont des racismes qui sont différents, qui s'expriment différemment et où donc on ne crée pas forcément des alliances. Je pense aussi évidemment à le racisme contre les gens du voyage. Enfin, tout ça se construit de façon différente et donc c'est plutôt par les diasporas, plutôt par les affinités culturelles qu'on va réussir à construire des choses, mais ça vous donne une idée de comment aussi construire de la démocratie directe, pas seulement à l'échelle du lieu de vie, mais à l'échelle de la communauté culturelle. Et ça me paraît très intéressant, très important à mettre en œuvre, y compris dans des plus grandes communes, pour recréer une culture de démocratie directe qui ensuite va permettre à des assemblées locales d'émerger véritablement. Voilà, je pense que c'était une piste importante qu'on peut offrir parce que un PEPS, on ne se contente pas de diffuser le communalisme de Bookchin et d'Öcalan, etc., tel qu'il est dans les livres. On cherche à l'adapter au monde réel, à notre époque. Et pour ça, il faut prendre en compte les outils qui sont là, y compris les outils numériques, qui peuvent être très utiles en démocratie. Je pense notamment, par exemple, que dans certains euh, pays comme Taïwan ou en Asie, ils développent des IA démocratiques, ils vont développer des réseaux sociaux qui sont gérés différemment, etc., pour que ce ne soit pas des objets technologiques surplombants qui organisent nos interactions sociales en ligne, mais bien des réseaux démocratiques. Et ça, c'est très important aussi. Je vois un commentaire qui dit attention à ne pas aller vers le communautarisme. Je pense que le communautarisme, c'est un épouvantail de l'extrême droite. Voilà, faut le dire tranquillement aujourd'hui, que le fait que les gens vivent autour de communautés culturelles, c'est un fait qu'on retrouve aussi bien à droite qu'à gauche et partout, et ça dépasse largement les clivages politiques. Ce qui compte, c'est comment on refait société ensemble, et on fait société ensemble à partir des endroits où les gens font société aujourd'hui. Et les gens font société aujourd'hui autour d'objets culturels qui leur parlent, autour de références qui leur parlent, autour de lieux d'expériences qu'ils ont en commun. Voilà. Et ça, c'est pas faire du communautarisme, c'est avoir une vision pluriverselle. Nous ne sommes pas pour l'universalisme colonial qui a été promu par la France, la Grande-Bretagne et les autres puissances occidentales. Nous sommes bien dans une réflexion qui est de comment on fait coexister des cultures extrêmement variées, comment développe une biodiversité culturelle et comment on permet non seulement à une coexistence d'avoir lieu, mais aussi à ce que les gens
aient envie de faire des choses ensemble, indépendamment de leur espace de prédilection. Voilà, l'importance des clubs de sport, des espaces de liberté, des places publiques, des cafés, tout ça, c'est crucial parce que c'est là où on recrée de la communauté. Aujourd'hui, vous aurez plus de facilité à faire une assemblée dans un club de foot avec les ultras que au pied de votre barre d'immeuble. C'est factuel. Ce sera plus facile parce que les gens se connaîtront, auront des affinités, etc. Mais l'objectif que l'on aura, ça va être de transformer l'essai d'un endroit où on arrive facilement à créer de la démocratie vers un espace où c'est plus intéressant, le quartier, le village, la commune. Il y a Denis et Pauline qui se sont connectés tout à l'heure aussi. Peut-être qu'ils voulaient intervenir. Sinon, Sandrine ou Juliette, pour conclure le webinaire. Pour faire une conclusion, c'est pas facile. Bon, ben, je crois qu'on va Je se peux- quitter, hein. Ok. Denis, tu veux bien non, prendre la parole? je peux juste par civilité apparaître, dire bonjour à tout le monde, remercier Peps de ce moment. Euh, j'ai beau être, alors j'ai beau être dans l'âme, sans doute, comme tout le monde ici, un démocrate. Je pense que je peux apprendre beaucoup et retenir beaucoup de ce qui a été dit là pour réfléchir et inspirer. Alors bon, je suis pas et je serai pas conseiller municipal, donc c'est pas avec une telle casquette que je pourrais m'employer. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une action, évidemment, citoyenne en la matière. Il y a beaucoup de choses pour inspirer dans ce que vous avez dit, et merci. Puis évidemment, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne font pas partie de mon paysage politique de prime abord, qui a quand même maintenant quelques décennies de vol, ce qui sans doute le handicape un peu pour être ouvert à tout ce que vous avez dit. Mais bon, merci. Il y a vraiment des choses intéressantes sur lesquelles réfléchir pour enrichir encore, je dirais, le militantisme que les uns et les autres, élus ou pas, on a, on essaie d'avoir pour effectivement que les gens, pour le dire comme ça, prennent la main sur leurs affaires, puisque c'est l'inverse qui nous tue, quoi. Merci beaucoup, Denis. Il est 17h30, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Euh, Très bonne soirée à tous et on se retrouve pour le prochain séminaire. Est-ce que tu peux nous dire, Farid, sur quel sujet il sera? Mais écoute, logiquement, ça devrait être sur le logement, mais on n'a pas encore fixé la date. Et n'importe quand, ce webinaire va s'organiser autour de 5, 6 thématiques, donc logement, sécurité, alimentation et culture. Et bon, voilà. Merci à tous et à toutes, en tout cas, d'être venus. Et puis, merci à toi, Merlin, pour l'animation. Et encore désolé pour l'absence de Barbara Stiegler. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. On va se dire au revoir, en fait, hein. Allez, au revoir à tous. Bonne soirée.